Les distances dans l'espace sont inimaginables. L'esprit humain a beaucoup de mal à comprendre l'ampleur des gouffres glaciales de l'espace. Cependant, les instruments scientifiques nous donnent la capacité de regarder à travers des milliers et des millions d'années-lumière pour apprendre de nouvelles choses sur le monde qui nous entoure. Utilisons donc la connaissance et l'imagination pour faire un vol fantastique à travers l'univers entier. Notre chemin commencera par un voyage dans le temps qui vous permettra de voir l'apparence de notre planète avant qu'elle ne soit habitée par les dinosaures. En retraçant l'évolution de la vie sur des centaines de millions d'années, nous assisterons à des extinctions globales catastrophiques comme celle qui se produit peut-être maintenant. Ensuite, nous irons au-delà de la Terre, au télescope spatial James Webb qui examine en détail l'espace. En suivant son regard, nous visiterons de nombreux objets lointains, puis nous nous dirigerons vers 2 planètes étonnantes sur lesquelles, hypothétiquement, la vie pourrait être découverte. Un autre voyage nous mènera au grand corps céleste Stephenson de 18, la plus grande étoile de notre galaxie, parmi celles découvertes à ce jour. Le voyage de retour promet d'être long. Par conséquent, nous aurons le temps de réfléchir sur l'endroit où se trouve le centre de l'univers et ce qu'il est. Cet endroit cache-t-il quelque chose d'intéressant, de mystérieux et d'étrange? Les réponses à toutes ces questions sont gardées quelque part dans les profondeurs de l'espace. Il est temps de les trouver. Cosmo. L'espace d'abord. En fait, pendant la majeure partie de son histoire, la Terre semblait être un endroit plutôt peu accueillant. Nous allons nous transporter à l'Archéen, l'époque la plus ancienne marquée par la présence de la vie. Elle a commencé il y a 4 milliards d'années et a duré environ 1,5 milliard d'années. La jeune Terre vient de subir un second bombardement lourd. Plusieurs milliers de tonnes de débris de roches laissés après la formation du système solaire se sont écrasés sur la planète, détruisant une fine couche de basalte à peine formée à la surface du magma en fusion. Cependant, la jeune Terre s'est refroidie et la lithosphère primaire l'a recouverte. Ce n'est qu'après 1 milliard d'années que les premiers organismes vivants y sont apparus. La Terre de l'époque avait une surface relativement lisse. Les plaques tectoniques dont les collisions auraient conduit à l'apparition de hautes chaînes de montagnes n'ont tout simplement pas eu le temps de naître. La jeune Terre ne pouvait pas non plus se vanter d'une grande variété de roches. Les gisements de minerais et les couches de roches commençaient à peine à se former. La majeure partie de la croûte terrestre était du basalte, une roche magmatique, en fait de la lave gelée. L'atmosphère de l'Archéen ne contenait presque pas d'oxygène, et la concentration en azote était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. La Terre était enveloppée d'un mélange épais et dense de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, avec des impuretés abondantes d'oxyde de soufre, de phosphore et d'autres éléments actifs. À cette époque, le Soleil était nettement plus sombre qu'aujourd'hui. Selon certaines estimations, sa luminosité était inférieure de 30% par rapport à celle actuelle. Par conséquent, l'obscurité régnait sur Terre. La Lune était encore très proche de la Terre, de sorte que la durée de la journée n'était que d'environ 10 heures et que les raz-de-marée atteignaient de quelques dizaines à 300 mètres de hauteur. Au fur et à mesure que notre planète s'est refroidie progressivement, l'eau de l'atmosphère s'est condensée, déversant de fortes pluies. Au début, elle a été accueillie sous la forme de petits plans d'eau dans les basses terres. L'eau était acide, salée et très chaude, parfois même jusqu'au point d'ébullition. Sa composition était à bien des égards similaire au geyser contemporain. Paradoxalement, c'est un tel environnement inhospitalier à première vue qui est devenu favorable à l'apparition et au développement de la vie primitive. Naturellement, les premiers organismes étaient anaérobies. Dans l'atmosphère, il n'y avait pas encore d'oxygène nécessaire à notre respiration habituelle, de sorte que les premiers êtres vivants utilisaient d'autres moyens de production d'énergie. Les micro-organismes qui habitaient la Terre lors de l'Archéen ne savaient pas encore nager. Pour survivre, ils avaient besoin d'un substrat. Par conséquent, la biosphère de cette époque-là était un film muqueux et mince, pas plus épais qu'1 millimètre au fond de la zone côtière de l'océan acide et chaud. La profondeur maximale à laquelle cette zone pouvait aller sous l'eau ne dépassait pas 20 mètres.
l'atmosphère dense ne permettait tout simplement pas aux rayons du soleil de pénétrer plus profondément. Ce sont des bactéries chimiosynthétiques qui habitaient près des évents des volcans sous-marins. Elles n'avaient pas besoin de lumière. L'énergie qu'elles recevaient provenait des réactions chimiques des composés de soufre et de fer. La Terre se refroidissait, le niveau des océans augmentait, l'atmosphère devenait plus fine et le soleil augmentait progressivement en taille. La largeur de la zone côtière accessible à la vie s'est progressivement étendue. À la fin de l'Archéen, la biosphère était une bande étroite le long des côtes, ainsi que des îlots séparés au fond de l'océan, près des volcans actifs. Cependant, toute la terre ferme, les rivières et une immense partie de l'océan ouvert sont restés complètement sans vie. Si un chercheur avait atterri sur la Terre de cette période, les stromatolites seraient la seule preuve de la présence de la vie à l'œil nu. Ces formations calcaires mesurant jusqu'à plusieurs mètres sont apparues grâce à l'activité vitale d'anciens micro-organismes. Un autre problème pour le développement de la vie pendant cette période était la pénurie de réactifs. Dans la nature, il n'y avait pas encore de charognards, organismes se nourrissant de chair morte. Avec l'influence de la gravité et des courants marins, les créatures mortes se sont accumulées dans des dépressions au fond de l'océan. Des centaines de millions d'années plus tard, des gisements de pétrole se sont formés à partir de ces amas. Il y a environ 3,5 milliards d'années, des créatures prédestinées à changer l'apparence de la Terre au-delà de toute reconnaissance sont apparues. Certaines bactéries ont maîtrisé la photosynthèse avec la libération d'oxygène. 1 milliard d'années plus tard, à la frontière des éons de l'Archéen et du Protérozoïque, leur développement a conduit à l'extinction la plus globale de l'histoire de la Terre. On l'appelle la Grande Oxydation. Il est impossible d'estimer avec précision l'ampleur de cet événement, car la majorité absolue des créatures de l'époque n'a pas laissé de fossiles. Presque toute la diversité de la vie anaérobie développée par la nature en 1 milliard d'années a été détruite. L'atmosphère de la Terre dans l'ancienne période contenait une grande quantité de gaz à fort effet de serre, le méthane. En présence d'oxygène, il s'oxyde rapidement pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. La diminution de la concentration de méthane dans l'atmosphère a entraîné une baisse rapide de la température sur la planète. La conséquence de ce processus a été la glaciation huronienne, la plus grande période glaciaire de l'histoire de la Terre, qui a commencé il y a 2,4 milliards d'années et a duré 300 millions d'années. Selon les données des fouilles, les glaciers atteignaient parfois l'équateur, transformant presque complètement la Terre en une boule de glace. Ainsi, en 1,5 milliard d'années, notre planète est passée des champs de lave bouillonnants au désert glacé sans fin. L'éon protérozoïque a duré entre 2,5 milliards et 540 millions d'années avant notre ère. Malgré le froid, la vie a continué à se développer. Cependant, la terre ferme est restée complètement sans vie. Les organismes vivants se sont concentrés dans la zone côtière près de l'équateur. Et que se passait-il sur les continents? Malgré l'absence de vie, des événements intéressants se sont produits sur Terre à cette époque. Des continents, des gisements de minerais métalliques et des couches de nouvelles roches se sont formés. À différentes périodes, l'apparence des régions terrestres de notre planète dans le Protérozoïque a changé d'un glacier sans fin à un désert rocheux. Difficile à croire, mais il y a seulement un demi-milliard d'années, une partie importante de la surface de notre planète était difficile à distinguer du désert martien. Heureusement pour les habitants de notre planète, le Soleil est devenu progressivement plus lumineux et plus chaud. Et finalement, la glace a reculé. Il y a 542 millions d'années a commencé le Phanérozoïque, ou le temps de la vie visible. Il a été marqué à la fois par des périodes de développement rapide des espèces et par des extinctions massives. Je vous ai déjà parlé des plus grandes d'entre elles. Mais à quoi ressemblait la Terre à cette époque ? Au début de l'ère paléozoïque, une grande partie de la Terre a été fusionnée pour former le géant supercontinent Gondwana. Il était situé dans l'hémisphère sud, avait un relief complexe et occupait une superficie de plus de 100 millions de kilomètres carrés. Il regroupait l'Afrique moderne, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Australie, la péninsule indienne et d'autres territoires. D'autres continents, plus petits, la Laurentia, la Baltica et la Sibéria, étaient situés dans la zone équatoriale. Il y avait aussi beaucoup de petites îles.
Cependant, jusqu'à la période silurienne, qui a commencé il y a environ 444 millions d'années, ces étendues sont restées presque sans vie. Seuls les mousses et les lichens les plus simples ont lentement capturé les espaces terrestres. Seulement au début du Silurien, dans les zones de marée et près des rivières, les premières plantes sont apparues, mais pas partout, uniquement dans la ceinture tropicale. Malgré la croissance rapide de la diversité des animaux et des plantes marines, la vie marine a continué à se concentrer au large des côtes. La zone habitée est progressivement devenue plus large. Ainsi, dans la période dévonienne, qui a commencé il y a 420 millions d'années et s'est terminée il y a 358 millions d'années, la profondeur de la couche océanique disponible pour la photosynthèse a atteint 50 mètres, 10 fois moins qu'aujourd'hui. Dans le même temps, les premiers décomposeurs sont apparus, des organismes qui décomposent la chair morte. En conséquence, ceux qui se nourrissaient de ces produits de décomposition sont apparus. Par exemple, jusqu'à une profondeur de 500 mètres, il était possible de trouver non seulement des bactéries charognardes, mais aussi des éponges de mer. La période suivante, c'est le Carbonifère. Il a duré de 358 à 299 millions d'années avant notre ère. À son début, une partie importante de la ceinture tropicale était occupée par des fougères arborescentes. Les forêts tropicales denses n'étaient pas continues. Les organismes de l'époque ne savaient pas décomposer le bois. Par conséquent, les grands troncs massifs ayant fait leur temps ne pourrissaient pas et ne donnaient pas de nutriments aux descendants. Ils restaient là, ne laissant pas sortir le phosphore indispensable pour les plantes. Les fourrés luxuriants ont été remplacés par des blocs de plusieurs kilomètres de troncs morts. Par la suite, ils se sont transformés en gisements de houille, qui sont encore d'une grande importance dans l'industrie. En dehors des tropiques, il y avait seulement les champignons, les mousses et les lichens. Ils ne pouvaient pas renforcer la couche arable avec des racines, de sorte que les pluies les rodaient, transformant les rivières en coulées de boue et les lacs en marécages fétides. Les zones arides sont devenues des déserts sans vie. Dans les mers et les rivières de cette époque, les poissons se développaient rapidement, mais la vie ne pouvait pas maîtriser les espaces ouverts de l'océan. Les algues n'ont pas encore appris à nager, ce qui signifie que les animaux sont restés dépendants de la zone côtière. La période Carbonifère a été remplacée par le Permien, qui a commencé il y a 299 millions d'années et s'est terminé il y a 252 millions d'années. À cette époque, les premiers amphibiens sont arrivés sur Terre et les plantes ont commencé à maîtriser les régions subtropicales. La mer est restée habitée principalement dans les eaux peu profondes, le long des côtes. La période permienne s'est terminée par l'extinction la plus massive de tous les temps de la vie multicellulaire. Selon certaines estimations, jusqu'à 96% de la vie marine et jusqu'à 73% de la vie terrestre sont morts. Les causes d'une telle mort massive d'êtres vivants sont encore inconnues. Cependant, la période triassique de l'ère mésozoïque qui a suivi la tragédie a rapidement compensé les pertes et de plus a amené la vie à un nouveau niveau. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, les forêts ont envahi les latitudes tempérées. La mer a également connu une révolution. Il y avait des algues bleu-vert proches de celles d'aujourd'hui. Elles n'avaient plus besoin de substrat. Les micro-organismes photosynthétiques ont rapidement peuplé la couche supérieure de l'océan mondial. Cette source d'alimentation a été suivie par les poissons, les mollusques et les anthropodes. Les restes organiques mal nourris sont tombés, fournissant aux habitants du fond une nourriture abondante. L'océan mondial a commencé à prendre un aspect moderne. L'ère mésozoïque a duré de 250 à 66 millions d'années avant notre ère. Elle comprend 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Cette époque est marquée par les animaux anciens les plus populaires, les dinosaures. De nombreux films, à la fois de fiction et de vulgarisation scientifique, ont été tournés à leur sujet. Cependant, si on regarde les illustrations, on peut penser que la Terre, des pôles à l'équateur, était couverte de forêts tropicales denses à cette époque. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Oui, les forêts atteignaient les latitudes septentrionales, mais c'est seulement parce que la température moyenne de la Terre était nettement plus élevée qu'aujourd'hui. Les territoires proches de l'équateur, en revanche, sont devenus arides. Malgré la grande distribution des forêts, il y avait encore assez de marécages et de déserts sur Terre. Ils étaient non seulement chauds et arides, comme nous les imaginons, mais aussi modérés, frais et même humides. Sans plantes herbacées, le sol ne pouvait pas résister aux pentes rocheuses.
et seuls les lichens pouvaient pousser sur les pierres nues. Les angiospermes ne se sont répandus qu'au milieu du Crétacé, il y a environ 100 millions d'années. À l'origine, il s'agissait d'arbres, et ce n'est qu'à la fin de la période que des plantes similaires aux herbes modernes sont apparues. Comparée aux chênes puissants ou aux séquoias géants, l'herbe simple semble insignifiante. Mais elle peut faire quelque chose que les géants ne peuvent pas. L'entrelacement de petites racines forme des mottes solides. Celui-ci renforce non seulement le sol, l'empêchant de s'éroder et de se décomposer, mais il assure aussi l'évaporation de l'humidité lorsqu'elle est excédentaire et l'accumulation lorsqu'elle est insuffisante. L'apparition des plantes herbacées a transformé les déserts en steppes et en savanes, les marais en prairies inondables et les zones de pergélisol en toundra et steppe-toundra. À la fin du Crétacé, la Terre était déjà semblable à celle d'aujourd'hui. Il ne manquait qu'un petit détail, les mammifères. Cette classe d'animaux existait depuis longtemps, mais ne s'est largement répandue qu'à la fin de l'ère mésozoïque. Jusqu'à présent, on ignore de manière fiable ce qui a causé l'extinction des dinosaures. Une météorite géante, le froid mondial et d'autres raisons sont appelées parmi les coupables. Quoi qu'il en soit, les lézards géants ont disparu, libérant de la place pour les mammifères. En 66 millions d'années, ils sont passés de petits animaux marsupiaux à des baleines majestueuses, des tigres les plus dangereux, des chameaux robustes ou des chauves-souris amusantes. Après tout, l'évolution a conduit à l'émergence d'une espèce unique, le seul être vivant qui ne s'adapte pas à la nature, mais la modifie. Une créature qui extrait du charbon formé à partir d'arbres morts il y a des millions d'années pour réchauffer sa maison. Une créature qui détruit d'autres espèces à but lucratif ou sur un coup de tête. Une créature qui, à la poursuite de ses objectifs, transforme de vastes espaces en zones inhabitables. C'est l'Homo sapiens ou l'humain. Le développement de la vie sur Terre n'a pas été simple. Il y avait des périodes de plus grande diversité et des périodes d'extinction presque complètes. De telles conclusions découlent de l'analyse de sédiments fossilisés trouvés lors de fouilles paléontologiques. Au cours des 540 derniers millions d'années, il y a eu 5 extinctions majeures et environ 20 moins importantes. Cependant, la crise la plus grave de la biosphère sur notre planète s'est produite beaucoup plus tôt, il y a environ 2,1 milliards d'années. On pense que les premiers organismes vivants sur Terre sont apparus assez tôt, il y a environ 4 milliards d'années, c'est-à-dire environ 400 millions d'années après que la surface de la Terre soit devenue relativement habitable. La Terre de l'époque n'avait guère l'air accueillante. Roches nues, nuages denses, orages et tremblements de terre fréquents, ainsi qu'une atmosphère anoxique composée principalement d'azote, de méthane et de dioxyde de carbone. C'était l'époque des micro-organismes primitifs, archées et bactéries, dont la grande majorité utilisait la photosynthèse anoxygénique, dans laquelle l'oxygène n'était pas produit. En outre, il est supposé qu'il existait de nombreuses formes intermédiaires qui ne peuvent pas être attribuées de manière unique à des objets vivants ou non vivants. Il y a environ 2,7 milliards d'années, la photosynthèse oxygénique que nous connaissons est apparue. Une forme de photosynthèse dans laquelle l'oxygène est libéré. Elle est encore utilisée par un grand nombre de plantes et d'algues unicellulaires. Les organismes anaérobies sont incapables d'exister avec une teneur en oxygène importante dans l'environnement, de sorte que les algues anciennes, libérant de l'oxygène dans le processus de la vie, ont tué leurs concurrents et libéré leur espace de vie. Au début, l'oxygène a été dépensé pour l'oxydation des roches dans les habitats des colonies d'organismes aérobies. Ainsi, des poches d'oxygène, de petites zones de minéraux oxydés, se sont formées. Peu à peu, l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère, oxydant le méthane, les composés soufrés et ferreux. Les organismes anaérobies, incapables d'exister dans un environnement riche en oxygène, ont disparu, n'ayant survécu que dans des poches souterraines dépourvues d'oxygène. La biosphère semble avoir tourné à l'envers. Maintenant, les organismes qui libèrent de l'oxygène sont devenus largement répandus et les anciens hôtes se sont contentés des zones fermées séparées. La prolifération de nouveaux organismes a entraîné une diminution de la teneur en gaz, tels que le méthane et le dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre. Le premier s'est oxydé pour former de l'eau et du dioxyde de carbone, et le second a été fixé dans le processus de photosynthèse. Tout
cela a entraîné un affaiblissement de l'effet de serre et un refroidissement de la surface de la Terre. La dite glaciation huronienne a commencé il y a environ 2,1 milliards d'années et a duré environ 300 millions d'années, jusqu'à ce que l'augmentation de la luminosité solaire et les changements tectoniques réchauffent la Terre. C'était une période d'évolution extrêmement lente des micro-organismes unicellulaires, compliquée par de longues périodes de glaciation massive. L'ensemble de ce processus a été appelé grande oxygénation. Ce n'était pas rapide, mais c'était certainement extrêmement massif et omniprésent. Presque toute la diversité développée par la biosphère de la période sans oxygène a été détruite, et l'évolution a ralenti pendant 1 milliard d'années en raison du refroidissement global. Et tout cela pour faire passer la vie à un type d'alimentation plus économe en énergie. Il y a environ 540 millions d'années, l'époque du Phanérozoïque a commencé. L'époque de la vie visible, comme on l'appelle parfois. Elle a été marquée par le développement rapide d'organismes multicellulaires et dure encore. De nombreuses créatures de cette période avaient l'air absolument fantastiques et ne ressemblaient à aucune créature moderne. Cependant, il y a environ 450 millions d'années, le développement rapide de la vie a été brutalement interrompu par un facteur inconnu. Parmi les causes possibles, un sursaut gamma cosmique, l'activité volcanique ou même la chute d'un grand corps céleste. Quoi qu'il en soit, de 25 à 50% de tous les êtres vivants ont disparu en 7 millions d'années. Cet événement, appelé extinction ordovicien-silurien, a frappé durement les trilobites, les mollusques et certains autres invertébrés marins de l'époque. Le Paléozoïque supérieur, qui a suivi cette extinction, a été marqué par le développement rapide de la végétation terrestre. Au même moment, les premiers amphibiens et reptiles sont apparus. Les poissons se sont développés activement. Ils ont commencé à dominer tous les plans d'eau douce et d'eau salée. Il y a environ 372 millions d'années, la dite extinction du Dévonien a commencé. Elle s'est déroulée en plusieurs étapes, entrecoupées de périodes relativement calmes. Cependant, même pendant ces périodes, les taux d'extinction des espèces ont été supérieurs à la moyenne. La cause la plus probable de cette extinction est la suivante. Les plantes terrestres de cette période avaient des racines puissantes et longues, ce qui leur permettait de recevoir des nutriments à partir d'une couche de sol beaucoup plus profonde qu'auparavant. L'eau, lavant le sol aéré par les racines, dissolvait les nutriments et les transportait vers l'océan, où, dans des conditions d'abondance de lumière et de nourriture, les algues se développaient activement. La pourriture de ces algues gaspillait de l'oxygène dissous dans l'eau, ce qui étouffait les organismes sous-marins. En conséquence, environ 70% des espèces marines ont été détruites, y compris presque toutes les espèces qui formaient des récifs coralliens. Cela a entraîné des changements globaux et irréversibles dans la biosphère de l'océan mondial. De nombreux genres et familles ont complètement disparu, tandis que d'autres ont pris leur place vacante. Au Carbonifère qui a suivi, des fougères arborescentes se sont répandues rapidement à la surface de la planète, ainsi que des gymnospermes et des conifères qui sont apparus. À cette époque, des couches de charbon se sont formées encore activement utilisées dans l'industrie. Les insectes se sont également développés activement. C'est à cette époque que vivait le centipède géant, Arthropleura, qui atteignait une longueur de 2,5 mètres, ainsi que Meganeura, une énorme libellule d'une envergure allant jusqu'à 1 mètre, et Pulmonoscorpius, un scorpion de 70 cm. De telles tailles incroyables d'insectes sont associées à une teneur accrue en oxygène dans l'atmosphère. À cette époque, sa concentration atteignait 35%. L'extinction Permien-Trias s'est produite il y a environ 251-253 millions d'années, à la frontière du Permien et du Trias. Elle est devenue la plus massive et globale dans l'histoire de la vie multicellulaire. Les données des fouilles montrent que jusqu'à 95% des espèces marines et jusqu'à 70% des espèces terrestres ont disparu de la surface de la Terre. De plus, cette catastrophe s'est produite presque instantanément selon les normes géologiques, dans un délai maximum de 200 000 ans. Il a fallu au moins 50 millions d'années pour restaurer la diversité biologique de la vie terrestre et environ 100 millions d'années pour restaurer la biodiversité marine. Les fameux trilobites, de nombreux invertébrés marins et micro-organismes marins ont presque totalement disparu. Le nombre d'insectes a également fortement diminué. Au lieu de créatures géantes comme s'ils venaient d'un film d'horreur, elles ressemblaient à des créatures modernes, petites et nombreuses. Les causes de l'extinction Permien-Trias ne sont toujours pas entièrement comprises. Parmi les causes possibles, l'activité volcanique intense est considérée comme l'hypothèse la plus probable, ainsi que la collision avec un grand corps céleste.
les changements climatiques et les fortes émissions soudaines de méthane dues à l'activité biologique ou tectonique. Il n'est pas encore possible de répondre de manière fiable à cette question. Après l'extinction Permien-Trias, la période du Trias a été marquée par le développement rapide de la vie des vertébrés. C'est pendant cette période que les archosaures sont apparus, les anciens lézards, qui ont donné naissance aux crocodiles et aux dinosaures. Le Trias a également vu l'apparition des premiers mammifères, bien qu'il n'ait pas été largement répandu au cours de cette période. Il y a environ 200 millions d'années, l'extinction Trias-Jurassique a commencé. Elle a duré environ 10 000 ans et a marqué la frontière entre le Trias et le Jurassique. Environ la moitié des espèces connues qui vivaient sur Terre à cette époque ont été victimes de cette extinction. Parmi eux se trouvaient divers reptiles et amphibiens, dont l'extinction a libéré des niches écologiques et a permis aux dinosaures de dominer la planète au cours des 130 millions d'années suivantes. Les causes de l'extinction Trias-Jurassique sont inconnues. Aucune des hypothèses proposées jusqu'à présent n'est suffisamment convaincante. Les périodes du Jurassique et du Crétacé qui ont suivi l'extinction Trias-Jurassique sont devenues l'ère des dinosaures. Mais non seulement ces lézards géants habitaient la Terre à l'époque, c'est aussi à cette période que les ancêtres des oiseaux modernes, des plantes à fleurs et des coraux modernes sont apparus. De petits animaux à sang chaud, recouverts de poils, les mammifères se sont également développés. Bien que dans le contexte d'énormes dinosaures, ces petits animaux ne semblaient pas impressionnants. Ils occupaient de manière fiable leur niche écologique et ont évolué avec succès. Les mammifères ont eu leur chance à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. C'était l'extinction de masse la plus connue et assez importante, appelée Crétacé-Paléogène. La toute première et la plus populaire théorie expliquant cette extinction est l'hypothèse de la chute d'un corps céleste géant. Tout le monde connaît la météorite qui a détruit les dinosaures. Cependant, les causes exactes de cet événement sont encore inconnues. En tout cas, à la suite de cet événement, tous les dinosaures ont disparu, ainsi que de nombreux conifères, algues et mollusques. L'extinction Crétacé-Paléogène a marqué le début d'une nouvelle ère géologique, la Cénozoïque, qui se poursuit à ce jour. Au cours de l'ère Cénozoïque, les mammifères, ainsi que les oiseaux et les plantes à fleurs se sont rapidement développés et se sont répandus sur la planète. Les mammifères ont habité toutes les régions de la planète, des tropiques aux calottes glaciaires des pôles, des profondeurs de l'océan et des entrailles de la Terre au courant d'air. Finalement, l'évolution a conduit à l'apparition de l'homme. Bien sûr, même à notre époque éclairée, il y a des gens qui ne croient pas en l'évolution. Cependant, la théorie de l'évolution n'exige pas la foi. C'est une théorie scientifique basée sur des faits. La théorie moderne du changement d'espèce a parcouru un long chemin de développement et est nettement différente de celle proposée par Charles Darwin il y a 161 ans. Néanmoins, les principes généraux de cette théorie scientifique restent les mêmes. Et à l'heure actuelle, la théorie de l'évolution est la seule théorie scientifique sérieuse qui décrit de manière fiable le processus de changement et de l'émergence des espèces d'êtres vivants. Certains scientifiques pensent que nous vivons à l'ère de la 6e extinction de masse. Ils l'appellent Holocène, Anthropocène ou Quaternaire. Au cours des 10 000 dernières années, des milliers d'espèces ont disparu. Au cours des 500 dernières années, environ 900 espèces de grands animaux ont disparu de la surface de la Terre. Actuellement, 40% des espèces d'amphibiens et 25% des espèces de mammifères sont menacées d'extinction. Et très probablement, l'une des principales raisons est l'activité humaine. L'humanité pourra-t-elle faire face à cette menace? La vie passera-t-elle à une nouvelle étape de l'organisation, comme elle l'a fait après chaque extinction de masse? On ne sait pas encore. La biosphère de la Terre a un énorme potentiel de restauration et de développement. Mais cela ne signifie pas qu'il est possible de la traiter sans pitié. Après tout, la Terre est notre seule maison. L'année 2003. Au cours d'études standards du ciel étoilé, dans la constellation du Phénix, une petite naine jaune a été découverte. Puis par la suite, a été nommée WASP 96. L'année 2013, le télescope spatial Super WASP a découvert une géante gazeuse extrêmement gonflée à proximité immédiate de l'étoile. L'analyse spectrale préliminaire de son atmosphère a montré qu'elle a une transparence étonnante et ne contient presque pas de vapeur d'eau. L'année 2022.
le télescope spatial de nouvelle génération, James Webb, a réanalysé la composition de l'enveloppe gazeuse de l'objet. Cette fois avec une précision jusqu'alors inatteignable. De nouvelles données ont dérouté les scientifiques. Selon eux, l'exoplanète devrait être enveloppée de couches denses de nuages épais, ce qui contredit complètement les idées précédentes. Ainsi, les données de Webb divergent des résultats des premières mesures, nous obligeant à réfléchir à l'exhaustivité de notre compréhension de l'univers. Qu'est-ce que cet appareil étonnant et qu'a-t-il déjà réussi à discerner dans les profondeurs de l'espace? Essayons de le comprendre. L'histoire du plus grand télescope spatial moderne a commencé en 1996. Son développement et sa modernisation ont duré 25 longues années, après quoi l'appareil a quitté notre planète et a commencé son voyage dans l'espace. James Webb a passé 1 mois en route vers sa destination, située à 1,5 million de kilomètres de notre planète. Puisque le télescope est équipé de capteurs infrarouges de haute précision, il est capable de voir les objets spatiaux les plus faibles et les plus éloignés, cachés dans les profondeurs de l'univers. Cependant, une sensibilité inégalée a un inconvénient. Le rayonnement trop fort de la Terre, de la Lune et du Soleil brouille les signaux faibles des étoiles et des exoplanètes lointaines. C'est pourquoi, afin de contrecarrer cet effet, les appareils ultrasensibles ont été recouverts d'un écran multicouche réfléchissant la chaleur. L'observatoire lui-même a dû être éloigné des grands corps célestes et placé près du dit deuxième point de Lagrange, dans l'ombre de notre planète. Néanmoins, les résultats obtenus valent tous les efforts déployés, car Webb nous a fait de nombreuses découvertes étonnantes, presque dès les premiers jours de son fonctionnement. Certaines d'entre elles étaient attendues, d'autres ont suscité des questions supplémentaires. L'une de ces études paradoxales a été l'analyse spectrale de WASP-96b, une exoplanète chaude d'une densité extrêmement faible. Elle est située à 0,045 unités astronomiques de son étoile mère et fait une révolution complète autour d'elle en seulement 3 jours et demi. Selon les calculs, la masse du corps céleste est la moitié de celle de Jupiter et son diamètre est 20% supérieur à celui de Jupiter. En raison de l'extrême proximité de l'étoile, la température des couches externes de l'objet est assez élevée et atteint 1285 Kelvin, soit un peu plus de 1000 degrés Celsius. Les exoplanètes de ce type sont des Jupiters chauds et se distinguent par d'importantes pertes d'atmosphère dues à l'influence du vent stellaire. Les premières mesures dans l'enveloppe gazeuse de WASP-96b ont trouvé des lignes de sodium très distinctes, que les chercheurs ont interprétées comme le signe d'une atmosphère inhabituellement claire et sans nuages. Le fait est que selon les modèles disponibles de la structure des géantes gazeuses, cet élément ne peut exister que dans les profondeurs de la planète. Puisque nous voyons ces traces, cela signifie que les régions supérieures de l'enveloppe gazeuse du corps céleste n'absorbent pratiquement pas la lumière. On a supposé que grâce à ce fait, les détecteurs ultrasensibles de James Webb pourraient scruter les couches les plus profondes de l'exoplanète. Cependant, les informations obtenues par le télescope se sont avérées radicalement différentes. Selon elles, les couches externes de la géante gazeuse contiennent une abondance de vapeur d'eau. En se condensant dans la haute atmosphère, il peut se former une brume étendue ou des nuages denses, reflétant une partie de la lumière incidente. De ce fait, la température des couches inférieures de l'objet peut différer considérablement des valeurs calculées. Peut-être que la précision de la première étude était insuffisante ou que certaines des données ont été mal interprétées. Il est également possible que nous ne connaissions toujours pas un certain facteur qui nous permettrait de combiner les résultats obtenus. WASP-96b reste un mystère, ce qui signifie qu'elle doit encore être étudiée plus en détail. Bien sûr, les découvertes de Webb ne s'arrêtent pas là. Par exemple, à 69 années-lumière de nous, il existe un système inhabituel composé de 3 naines brunes à la fois. Ces corps cosmiques sont trop grands pour les planètes et en même temps trop petits pour déclencher une réaction thermonucléaire stable dans leur profondeur. Généralement, il est très difficile de détecter les naines brunes car leur propre rayonnement de surface est extrêmement faible.
Cependant, James Webb voit l'univers principalement dans la lumière infrarouge, ce qui permet de détecter des objets presque invisibles dans la gamme optique. Les deux plus grands composants de ce système sont très similaires dans leurs caractéristiques et sont situés assez près l'un de l'autre. La distance entre eux est d'environ 2 unités astronomiques et leur masse totale est légèrement supérieure à 100 Jupiter. Les températures des deux objets est relativement élevée et atteint 2600 Kelvin, soit un peu plus de 2300 degrés Celsius. Le troisième composant du système est situé à une distance beaucoup plus grande, environ 100 unités astronomiques du centre. Il a une masse de 14 à 23 masses joviennes et son rayon est 20% plus grand que celui de Jupiter. De plus, cette naine brune est environ 2 fois plus froide que ses compagnons plus massifs. Selon les observations, la température de ces couches externes est de 1240 Kelvin, ou légèrement inférieure à 1000 degrés Celsius. Néanmoins, le corps céleste est beaucoup plus chaud que les géantes gazeuses de notre système, surtout en l'absence d'un astre qui le chauffe. Une découverte inhabituelle a été que les couches externes de cette naine brune contiennent non seulement les composants habituels, tels que l'eau, le méthane ou le dioxyde de carbone, mais également les plus petites particules de divers composés de silicium. La plus simple d'entre eux est le quartz, mais des substances plus complexes ont également été observées. On pense qu'ils sont concentrés dans l'atmosphère du corps céleste sous la forme de vastes nuages. L'existence de tels amas a été prédite plutôt à partir de considérations théoriques, car le silicium, étant un produit de réaction thermonucléaire stellaire, est assez répandu dans l'univers. Cependant, jusqu'à récemment, cette hypothèse ne pouvait pas être confirmée par des observations. On suppose qu'il y a environ 140 millions d'années, un seul nuage de gaz et de poussière se trouvait sur le site de ce système, qui s'est ensuite divisé en 3 amas indépendants. La cause probable de cet événement pourrait être l'effet gravitationnel d'un corps céleste massif qui serait passé à côté de la nébuleuse protostellaire. Il est à noter que si la séparation ne s'était pas produite, la masse totale de l'objet formé aurait été suffisante pour déclencher une réaction thermonucléaire auto-entretenue. Dans ce cas, au lieu de 3 naines brunes, nous aurions pu observer une seule étoile minuscule. Bien sûr, les instruments du télescope Webb sont capables d'étudier non seulement des objets uniques cachés dans les profondeurs de l'espace, mais aussi des structures cosmiques grandioses, s'étendant sur des centaines d'années-lumière. L'une d'elles étant la nébuleuse de la Carène, le plus grand berceau stellaire de notre galaxie. Cet amas lumineux et vaste est situé à environ 8500 années-lumière de la Terre et sa masse atteint 900 000 solaires. Il comprend non seulement des nuages géants de gaz et de poussière interstellaires, mais aussi des milliers d'étoiles, de très petites aux vraies géantes. En particulier, c'est ici que se trouvent 2 étoiles qui sont incluses dans la liste des objets les plus brillants de la Voie lactée, Eta Carinae et WR25. La luminosité de chacun d'eux dépasse celle du Soleil de plusieurs millions de fois. Bien sûr, de tels objets uniques attirent inévitablement l'attention des astronomes. Cependant, les caméras infrarouges de Webb permettent de voir de nombreuses étoiles jusque-là inconnues dans une brume poussiéreuse. Le fait est que c'est dans cette région de l'espace que des centaines de jeunes étoiles naissent constamment. Selon les concepts modernes, de nouveaux astres sont formés en raison des forces de gravité qui compriment et chauffent les nuages de gaz cosmiques. Au cours de son évolution, une proto-étoile passe par plusieurs étapes jusqu'à ce qu'un feu thermonucléaire éclate finalement dans ses profondeurs. Cette théorie a été confirmée par de nombreuses observations. Cependant, de nombreux détails de ce processus long et complexe restent mal compris. Parfois, la formation d'une nouvelle étoile prend des millions d'années. Cependant, les astronomes n'ont pas besoin d'un temps d'observation aussi long. Grâce aux capteurs infrarouges de Webb, des milliers de proto-étoiles et de jeunes étoiles à divers stades d'évolution ont été découvertes dans la nébuleuse de la Carène. Il est très important que tous ces objets aient été formés dans le même nuage de gaz, ce qui signifie que leur composition et leur âge sont très proches. En les observant, les chercheurs pourront retracer entièrement le processus de formation des étoiles et mieux comprendre quelles sont les forces qui y sont impliquées. Certaines des phases supposées de ce processus prennent quelques heures ou quelques jours, et grâce à Webb, la probabilité de les enregistrer augmente considérablement.
il est tout à fait possible que nous puissions bientôt admirer la photographie d'une jeune étoile scintillant à des milliers d'années-lumière du Soleil. Pendant ce temps, un miroir à 18 sections d'un diamètre de 6,5 mètres et un ensemble d'instruments ultra précis embarqués permettent à James Webb de capter la lumière d'objets situés beaucoup plus loin, à la limite de l'univers visible. Leur âge est de plus de 13 milliards d'années, ce qui signifie que le télescope nous donne l'opportunité de plonger dans les temps les plus anciens, immédiatement après l'hypothétique Big Bang. Cependant, même James Webb n'aurait pas été en mesure d'apercevoir leur lueur sans une coïncidence unique. Le phénomène de lentille gravitationnelle est connu depuis longtemps des scientifiques. Ce phénomène physique qui nous aide à mieux voir les profondeurs de l'univers consiste dans le fait que la puissante gravité générée par un corps massif concentre et amplifie la lumière provenant d'une source située derrière lui. Un tel effet nécessite la coïncidence de nombreux facteurs. Il n'est donc pas surprenant qu'il s'agisse de l'un des phénomènes les plus rares de l'univers. Il est d'autant plus surprenant qu'au cours de l'observation de l'amas de galaxies SMACS 0723, situé à environ 4 milliards d'années-lumière de la Terre, James Webb a enregistré la lumière d'un objet spatial passant à travers des lentilles gravitationnelles 3 fois. Au total, le rayonnement a été amplifié d'environ 20 fois, sans quoi les astronomes ne pourraient guère le séparer du bruit de fond. On pense que cet objet est une galaxie lointaine et très ancienne, dont l'âge est estimé à 13 milliards d'années. De plus, environ 10 autres amas d'étoiles ont été découverts, vraisemblablement nés entre 200 et 700 millions d'années après la naissance de l'univers. D'après certaines observations, ils ont une structure complexe dont la formation prend des dizaines de millions d'années. Cette découverte permettra aux scientifiques de clarifier les idées existantes sur les premiers stades de l'évolution de l'univers et peut-être nous forcera même à reconsidérer son âge. Malheureusement, nous savons encore très peu de choses sur ces temps anciens et James Webb nous aidera certainement à en savoir plus à ce sujet. C'est à peu près ce à quoi pourrait ressembler le paysage au point le plus confortable de la planète, que les scientifiques ont surnommé la seconde Terre, et le candidat potentiel le plus proche pour la recherche de la vie extraterrestre. Mais allons-y dans l'ordre. Ces dernières années ont vu un boom dans la découverte d'exoplanètes. À ce jour, 4370 planètes extérieures ont été découvertes dans plus de 3000 systèmes planétaires. Plus de 3000 objets attendent la confirmation du statut d'exoplanète. La plupart d'entre eux sont de grands corps, tels que des géantes gazeuses, des super-Jupiters ou des super-Terres, en raison des caractéristiques techniques de la technologie utilisée. Il est en effet beaucoup plus facile de rechercher des corps massifs ayant une courte période orbitale autour d'une étoile que des petites planètes comme la Terre ou Mars. Et parmi les exoplanètes, certaines peuvent prétendre à abriter la vie. Le nombre de ces objets cosmiques se compte en dizaines, ce qui continue d'attirer une attention particulière des scientifiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un d'entre eux. C'est une exoplanète nommée Gliese 832c, qui est l'une des candidates les plus probables où l'on pourrait détecter une vie extraterrestre. Cette exoplanète tourne autour d'une étoile appelée Gliese 832, qui est située à 16 années-lumière du Soleil et appartient à la constellation de la Grue. Gliese 832 est une faible naine rouge dont la luminosité ne représente que 0,7% de celle du Soleil. Sa masse et son diamètre sont environ la moitié de ceux du Soleil et sa température est d'environ 3300 Kelvin. De ce fait, la zone habitable de cette planète est très proche de son étoile. En raison des forces de marée, les planètes situées dans la zone habitable de Gliese 832 seront tournées vers elle d'un côté, comme la Lune vers la Terre ou Mercure vers le Soleil. L'étoile a dans son orbite 2 planètes déjà confirmées. La première à être découverte est la planète Gliese 832b, semblable à Jupiter. Les astronomes ont annoncé sa découverte en 2008. Avec 2/3 de la masse de Jupiter, elle tourne autour de son étoile maternelle à une distance moyenne de 3,4 unités astronomiques. Il faut 9,4 années terrestres pour faire une rotation complète. La découverte de la deuxième planète, Gliese 832c, a été annoncée en 2015 par une équipe internationale de scientifiques dirigée par Robert Wittenmayer.
Elle a obtenu un indice de similarité avec la Terre très élevé, 0,81, qui a immédiatement attiré l'attention des scientifiques et des journalistes. Elle a même été surnommée la deuxième Terre, bien que les paramètres de ces planètes soient très différents. En tout cas, c'est l'une des planètes les plus proches de la Terre, avec un indice de similarité aussi élevé. Gliese 832c a une masse équivalente à 5 Terres et demie et tourne autour de son étoile mère en 35 jours terrestres à une distance moyenne de 0,16 unités astronomiques, soit 6 fois moins la distance entre la Terre et le Soleil. L'excentricité de son orbite est relativement élevée. Et la planète quitte constamment la zone habitable, puis y revient. Cela devrait entraîner abruptement de fortes chutes de température à sa surface. On estime que Gliese 832c reçoit de son étoile autant d'énergie que la Terre en reçoit du Soleil. La température moyenne de sa surface est de 253 Kelvin, soit moins 20 degrés. On suppose également qu'elle possède une atmosphère dense, ce qui permettrait à sa température d'être sensiblement plus élevée. Toutefois, la situation est compliquée par le fait que Gliese 832c soit très proche de son étoile et qu'elle est probablement tournée vers elle d'un côté en raison de puissantes forces de marée. Dans ce cas, il y aura une grande différence de température entre sa face exposée et sa face cachée, ce qui, en présence d'une atmosphère dense, entraînera des vents constants de la force d'un ouragan. Rappelons qu'en 2017, sur la base d'observations, des astrophysiciens de l'Université du Texas à Arlington aux États-Unis ont calculé que le système Gliese 832 pourrait contenir une troisième planète, de 1 à 15 masses terrestres, tournant sur une orbite stable à distance de 0,25 à 2 unités astronomiques du centre du système. Sa recherche est actuellement en cours. Imaginons à quoi pourrait ressembler Gliese 832c, en supposant qu'il y ait de la vie. La première chose à remarquer est que sa gravité devrait être sensiblement supérieure à celle de la Terre. De combien? Il est impossible de le calculer exactement, sans connaître le diamètre de la planète. Cependant, il s'agit d'une planète rocheuse, dont la densité est proche de celle de la Terre et de planètes similaires, de sorte que sa gravité est probablement de 2 à 4 fois celle de la Terre. Cela aplanirait donc la topographie, les montagnes seraient donc plus basses et les océans moins profonds, ce qui augmenterait la surface de la région d'eau chaude favorable à la vie. En raison de son atmosphère dense et de son soleil relativement faible, les paysages de Gliese 832c auraient une teinte rougeâtre et la planète serait dans la pénombre. Comme la planète est susceptible de ne présenter qu'une seule face à son soleil, il y aurait une température élevée sur la face éclairée et une température basse sur la face cachée. Dans la zone annulaire, située entre les deux, les températures seraient modérément confortables, mais dans le même temps, le réchauffement inégal de la planète brasserait constamment l'atmosphère, provoquant des vents violents. Et à cause de la forte gravité, les hauts rebords du relief qui pourraient atténuer les courants d'air de la force d'un ouragan ne pourraient pas se former. En raison de son orbite petite et allongée, les saisons changeraient chaque semaine sur Gliese 832c. À l'éloignement maximal de son étoile, ce sera l'hiver, et à son point le plus proche, ce sera l'été. Dans le même temps, l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète par rapport au plan de l'écliptique ne sera pas aussi importante que sur Terre. Les changements de saison n'auraient donc lieu précisément qu'en raison de l'éloignement et du rapprochement de la planète par rapport à son étoile maternelle. Les conditions les plus confortables pour l'apparition de la vie sont susceptibles de se trouver dans la zone circulaire entre la face éclairée et la face sombre de la planète. C'est là que la plupart de l'eau liquide s'accumulera, tombant en pluie des nuages formés sur le côté chaud. Les glaciers de la face cachée fondront également dans la zone frontalière, fournissant l'eau, si importante pour le développement de la vie. Les changements de saison sont susceptibles de jouer un rôle similaire à celui des marées lunaires sur Terre, créant des zones qui sont soit inondées, soit complètement drainées. Ce mélange de l'eau et des substances qui y sont dissoutes créerait des conditions favorables à l'émergence et au développement de la vie. Il est plus probable que la vie puisse naître dans l'eau, et très probablement y rester, sans jamais atteindre la Terre. L'océan réduit les effets de la gravité et protège contre les chutes de température extrêmes et les vents de la force d'un ouragan. Et en raison des changements fréquents et abrupts des saisons, les organismes hypothétiques de Gliese 832c pourraient apprendre à entrer en anabiose pour survivre à des périodes désagréables, mais brèves, de température élevée ou basse. Ou bien ils pourraient migrer en suivant une zone de température confortable,
Par exemple, du bord ensoleillé au bord ombragé, et inversement. Si un appareil de mesure atteint un jour la surface de Gliese 832c, quel genre d'image pourrait-il y voir? Si la vie devait naître sur cette planète, il s'agirait de formes trapues, au squelette solide et à la musculature puissante, en raison de la forte gravité. Les plantes sur Gliese 832c seront sombres pour capter un maximum de lumière et courtes, probablement à tige ou moussues. Des racines solides devront les protéger du vent. Peut-être que la photosynthèse ne sera pas basée sur la chlorophylle, mais sur d'autres molécules alternatives. Peut-être qu'une atmosphère dense donnera naissance à des formes inhabituelles d'êtres vivants flottant dans les courants d'air. Par exemple, des micro-organismes unicellulaires peuvent planer dans une atmosphère dense, obéissant au mouvement des courants d'air et captant la lumière et les nutriments dispersés dans l'air. En raison de la densité de l'atmosphère, de la forte couverture nuageuse et de la faible luminosité du Soleil, la surface de Gliese 832c serait plutôt sombre. Les formes de vie devront s'y adapter. La vision ne jouera probablement pas un rôle décisif, si tant est qu'elle en ait un, ou alors son spectre sera déplacé dans la zone des infrarouges. Les premières exoplanètes ont été découvertes à la fin des années 80 du siècle dernier. Et, au fil des années, leur nombre a augmenté à plusieurs reprises. En janvier 2021, plus de 4000 planètes appartenant à d'autres systèmes ont déjà été découvertes. Et en plus, plusieurs milliers de candidates à ce titre ont été enregistrées. La plupart d'entre elles acquerront un statut à part entière après confirmation par des observatoires terrestres. Le nombre total de planètes dans notre galaxie pourrait vraisemblablement dépasser 1 trillion. De 5 à 20% d'entre elles sont similaires à la Terre en taille et en composition. Mais ces planètes ne sont pas toutes situées dans la zone habitable et capables d'accueillir la vie. Cependant, les scientifiques estiment que la Voie lactée contient au moins 300 millions de planètes potentiellement habitables. Les conditions sur les exoplanètes sont extrêmement diverses. Parmi elles, il y a à la fois des corps énormes, plusieurs fois plus gros que Jupiter, et de petits corps dont la taille est très proche de celle de la Terre. Certaines d'entre elles sont brûlantes et recouvertes d'océans de lave en fusion, tandis que d'autres sont à jamais figées dans une coquille de glace. Il y a des planètes océans qui n'ont pas du tout de surface solide, ainsi que des planètes où il pleut de l'acide sulfurique ou neige des diamants. Différentes méthodes sont utilisées pour rechercher d'autres mondes. En règle générale, il est presque impossible de remarquer une exoplanète en utilisant l'observation directe à travers un télescope. C'est pourquoi, en 2009, Kepler a été lancé. Le premier télescope spatial spécialisé dans la recherche de planètes hors du système solaire. Les caméras du télescope ont été équipées de 42 matrices d'une résolution totale de 96 mégapixels et permettant de voir environ 25% du ciel étoilé. En combinaison avec le miroir de 1,5 mètre du télescope, tout cela a permis de détecter des objets extraterrestres à une distance allant jusqu'à 3000 années-lumière de la Terre. En 3 ans et demi de travail actif, Kepler a découvert plus de 3500 exoplanètes candidates, dont plus de 2000 ont déjà été confirmées par des observations répétées. En particulier, la plus petite des exoplanètes actuellement connues a été découverte. Le diamètre de l'objet Kepler 37b n'est que de 35,7% de celui de la Terre. De plus, plusieurs étoiles et naines brunes ont été découvertes grâce au télescope. Kepler a utilisé la méthode du transit pour rechercher des exoplanètes. Cette méthode est basée sur des observations de la luminosité d'une étoile. Si la planète supposée passe entre son étoile mère et l'observateur, la luminosité de l'étoile diminuera. La magnitude de ces fluctuations dépend directement du rapport des tailles de l'étoile et de celle de la planète, et la périodicité fournit des informations sur la période orbitale. La méthode du transit nécessite une grande précision de mesure, car les changements dans le spectre des étoiles ne dépassent pas 2%, et souvent même des dixièmes et des centièmes de pourcent. Les fluctuations atmosphériques, la poussière et les précipitations provoquent de grosses erreurs dans le fonctionnement des télescopes terrestres. C'est pourquoi les télescopes installés sur les stations spatiales automatiques sont utilisés pour rechercher des objets hors du système solaire. Malheureusement, le télescope spatial Kepler a subi plusieurs pannes importantes en 2013, 3 ans et demi après son lancement.
et en 2018, l'appareil a finalement cessé de fonctionner. Kepler devient le premier engin spatial dédié à la recherche d'exoplanètes. Cependant, la plupart des objets qu'il a découverts se sont avérés trop éloignés et peu lumineux pour une étude détaillée. Par conséquent, le complexe de recherche suivant a des paramètres légèrement différents. Le Kepler a été remplacé par le télescope TESS, qui a été lancé le 18 avril 2018 par la NASA. Son objectif principal est de rechercher des exoplanètes rocheuses situées autour des étoiles les plus brillantes, jusqu'à 200 années-lumière du Soleil, en utilisant la méthode du transit. Ce télescope est équipé de 4 télescopes réfracteurs, avec un champ de vision de 24 par 24 degrés et une ouverture de 10 cm. Une orbite spéciale permet au télescope d'observer à la fois les parties nord et sud du ciel, et permet de voir ainsi environ 85% du ciel étoilé. Les photos sont prises par 4 caméras, dont chacune a une matrice de 16,8 mégapixels. L'une des découvertes les plus intéressantes de TESS est TOI 700D. Cette exoplanète a été le premier objet de ce type de taille comparable à la Terre et situé à l'intérieur de la zone habitable de son étoile. Elle tourne autour de la naine rouge, TOI 700, située un peu plus loin que 100 années-lumière du Soleil. C'est une petite étoile plutôt froide. Sa température est la moitié de celle du Soleil, et sa masse et son rayon ne représentent que 40% des paramètres similaires de notre étoile. L'une des caractéristiques de TOI 700 est sa grande stabilité. Aucun signe d'explosion n'a été enregistré dessus pendant toute la période d'observation. La stabilité d'une étoile est un facteur positif, car des sursauts d'activité peuvent arracher l'atmosphère des planètes et avoir des conséquences néfastes pour la vie potentielle à leur surface. L'étoile a au moins 3 planètes. La plus proche de l'étoile, TOI 700b, est de taille proche de la Terre. Sa masse est d'environ 1,07 de la masse de notre planète, et le rayon ne diffère de celui de la Terre que de 2% au maximum. Malheureusement, TOI 700b est trop proche de l'étoile, environ 0,06 unités astronomiques. Et l'année sur cette planète ne dure que 10 jours. De plus, elle est probablement en rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle est tournée vers l'étoile d'un côté. Et il y a une forte probabilité que la planète soit très chaude. La deuxième planète, TOI 700c, est suspectée d'être une mini-Neptune. Sa masse est de 5 à 13 masses de notre planète et son rayon est 2 à 3 fois supérieur à celui de la Terre. TOI 700c effectue une révolution complète autour de son étoile en 16 jours et se trouve plus près de la limite intérieure de la zone habitable. Vraisemblablement, il y fait trop chaud pour l'émergence de la vie. TOI 700d est la 3e planète découverte dans ce système planétaire et jusqu'à présent la plus éloignée. Il faut 37,4 jours pour faire une révolution complète autour de l'étoile et l'orbite se situe le long du bord intérieur de la zone habitable. La masse de TOI 700d est déterminée approximativement et peut varier de 1 à 3 masses terrestres. Et le rayon ne dépasse celui de la Terre que de 20 à 30%. On suppose que TOI 700d est une planète rocheuse, mais sa composition exacte est encore inconnue. Le flux d'énergie de l'étoile est de 86% du même flux de ce que la Terre reçoit du Soleil. Si nous supposons la présence d'une atmosphère similaire à la Terre, alors les calculs montreront la température d'équilibre de surface de TOI 700d à 268,8 Kelvin ou moins 4,3 degrés Celsius. Cependant, l'effet de serre ou d'autres caractéristiques de l'atmosphère peuvent modifier considérablement cette valeur vers le haut ou vers le bas. L'excentricité orbitale de TOI 700d n'est pas exactement connue, mais on suppose qu'elle est assez faible, 0,11 environ. L'orbite de la planète est située le long du bord intérieur de la zone habitable, donc bien que l'excentricité soit petite mais notable, elle pourrait conduire au fait que TOI 700d s'approchera trop près de l'étoile dans certaines parties de l'orbite, quittant la zone habitable. Cependant, de telles périodes ne seront pas longues, car une année sur la planète dure un peu plus qu'un mois terrestre. S'il y a de la vie sur TOI 700d, alors ses représentants pourront traverser un moment inconfortable en biostase, s'y adapter ou migrer vers des régions plus favorables. Bien que les données d'analyse spectrale de TOI 700d soient encore insuffisantes, cela n'exclut pas l'existence d'eau liquide à sa surface. Dans ce cas, l'effet de serre est inévitable, ce qui permettra à la température à la surface de la planète d'atteindre des valeurs confortables.
il y a une forte probabilité que TOI 700D, comme les autres planètes du système, soit en rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle est tournée vers l'étoile d'un côté. Si c'est le cas, la température du côté ensoleillé peut différer considérablement du côté ombragé. Une atmosphère dense pourrait adoucir le contraste, mais dans ce cas, de forts vents de force d'ouragan sont inévitables. À l'heure actuelle, le télescope TESS a terminé sa mission principale, mais ses ressources sont loin d'être épuisées. Dans un avenir proche, le télescope continuera à photographier le ciel étoilé, y compris dans le plan de la Voie lactée, la direction la plus difficile pour les observations. Au cours de la mission principale, TESS a découvert plus de 2100 exoplanètes candidates, dont au moins 66 ont déjà été confirmées. De plus, 6 explosions de supernovas ont été enregistrées. 3 exocomètes ont été identifiés et de nombreuses images de petits corps du système solaire ont été obtenues, qui, bien qu'elles n'étaient pas l'objectif principal de la mission, présentent toujours un intérêt scientifique. TOI 700D garde toujours ses secrets et attend ses découvreurs. Peut-être que le nouveau télescope orbital James Webb aidera à explorer ce monde, ainsi que beaucoup d'autres. On suppose que le nouveau télescope permettra non seulement d'obtenir des images d'exoplanètes proches, mais aussi de détecter leurs satellites et d'en effectuer une analyse spectrale de la surface. Découvrirons-nous un jour un monde que nous pourrions à juste titre appeler une seconde Terre? Et si nous le faisions, pourrons-nous y parvenir? Après tout, les distances spatiales sont énormes selon les normes humaines. Peut-être l'humanité est-elle condamnée à rester dans les limites de son système et à seulement regarder l'univers infini. Pendant longtemps, la plus grande étoile connue de l'humanité était l'étoile UY Scuti, située à 9500 années-lumière du Soleil. Cette étoile est tellement énorme que si elle était placée au centre du système solaire, elle avalerait l'orbite de Jupiter. Son rayon peut atteindre 1900 rayons solaires et son volume peut dépasser 5 milliards de volumes solaires. Mais depuis quelque temps, un nouveau géant prétend être la plus grande étoile de l'univers exploré. Il est connu sous le nom de Stephenson 218 ou RSGC 218. Cette étoile est située à environ 20 000 années-lumière du Soleil et fait partie de l'amas ouvert de Stephenson. Cependant, certains astronomes pensent que l'attribution de cet objet spatial à l'amas de Stephenson n'est pas tout à fait correcte. Quoi qu'il en soit, Stephenson 218 fait partie de la constellation du Bouclier et conserve son nom originalement reçu. L'étoile elle-même a été cataloguée dans le ciel étoilé dans les années 90 du siècle dernier. Mais des nuages géants de poussière cosmique interfèrent avec les observations d'amas d'étoiles dans la constellation du Bouclier, les cachant des regards indiscrets. Par conséquent, ce n'est qu'en 2020 que les scientifiques ont pu obtenir des données sur sa taille, et cette découverte s'est avérée impressionnante. Selon certains calculs, le rayon de Stephenson 218 peut atteindre une valeur de 1,5 milliard de kilomètres, soit 10 fois la distance de la Terre au Soleil, et fait 2150 rayons de notre étoile. Cela signifie que le volume de cette supergéante dépasse celui du Soleil d'environ 10 milliards de fois. Si elle était placée au centre du système solaire, Stephenson 218 engloutirait Saturne avec ses anneaux et ses lunes, sans oublier les planètes intérieures. Il faudrait près de 8,5 heures pour que la lumière fasse le tour de cette étoile géante le long de son équateur. Il faut le même temps pour que la lumière du Soleil atteigne Pluton au point le plus éloigné de son orbite. La luminosité de cette géante, selon les calculs, peut atteindre 440 000 luminosités solaires. Mais la température de surface n'est pas si élevée et est d'environ 3200 Kelvin. C'est presque 2 fois moins que celle du Soleil et correspond à la partie rouge du spectre lumineux. Par conséquent, Stephenson 218 est classé comme une supergéante rouge. De plus, une température aussi basse signifie que la majeure partie du rayonnement de l'étoile est dans le spectre visible et thermique. Et la fraction de rayonnement ultraviolet et de rayons X qui est nocive pour la vie est relativement faible. Cependant, malgré sa taille gigantesque et son énorme luminosité, Stephenson 218 n'est pas visible de la Terre à l'œil nu. Cela est dû à la fois à la basse température de sa surface et aux nuages de poussière et de gaz cosmique qui cachent l'étoile géante aux observateurs terrestres.
Ils absorbent et dispersent la lumière provenant de l'étoile, ce qui rend difficile son étude. La masse de Stephenson 218 n'est pas encore connue. Mais en supposant que la structure interne est similaire à celle de UY Scuti et d'autres supergéantes, l'étoile devrait être à moins de 20 masses solaires. Dans ce cas, la densité moyenne de cette supergéante doit être incroyablement faible et approximativement égale à la densité de l'atmosphère terrestre à une altitude d'environ 90 km au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire presque aux confins de l'espace. Il est même surprenant de voir comment dans de telles conditions, une réaction thermonucléaire se maintient, permettant à ces étoiles d'émettre de la lumière. Les tailles des supergéantes sont tellement énormes que ces étoiles sont à peine stables. La plupart d'entre elles présentent une variabilité dans leur lueur, et cette variabilité est, en règle générale, imprévisible. Ce n'est pas surprenant, car la grande majorité des supergéantes sont au stade final de leur cycle de vie et peuvent littéralement se transformer en supernova à tout moment. Selon les idées scientifiques modernes sur l'évolution des étoiles, les étoiles d'une masse initiale de 10 à 40 masses solaires deviennent des hypergéantes rouges. Une réaction thermonucléaire dans leurs entrailles brûle rapidement l'hydrogène, le transformant en hélium. Ensuite, les réactions de fusion de l'hélium, de carbone, de l'oxygène et du lithium deviennent la principale source d'énergie de l'étoile. La durée de vie des étoiles de ce type est faible, seulement quelques millions d'années. L'hypergéante est l'étape finale de leur cycle de vie. Au cours de leur développement, les futures supergéantes augmentent rapidement de volume et perdent de la masse en raison du vent solaire actif. Les nuages de poussière et de gaz cosmique adjacents à l'étoile d'origine sont rapidement absorbés par l'étoile en expansion rapide. Cependant, son propre vent solaire forme une nouvelle nébuleuse autour de l'étoile. Mais la durée de vie de ces étoiles n'est pas assez longue pour que des planètes se forment dans ces nébuleuses. À la fin, l'hypergéante explose, formant une explosion de supernova ou même d'hypernova. Ces enveloppes extérieures s'envolent et se refroidissent progressivement, se transformant en une nébuleuse, et le noyau devient une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa masse. Une explosion d'hypernova s'accompagne d'un puissant déclenchement de rayons X durs, capables de détruire toute vie à une distance de plusieurs années-lumière. Heureusement pour la Terre, toutes les hypergéantes découvertes par l'humanité sont beaucoup plus loin. En raison du rayonnement actif des particules chargées, les étoiles de cette classe ralentissent leur rotation et à la fin, leurs enveloppes externes s'arrêtent presque. Dans ce cas, le noyau de l'étoile continue de tourner et la différence entre la vitesse de rotation du noyau et de l'enveloppe externe peut être très grande. En raison de sa luminosité élevée, de sa basse température et de sa grande taille, Stephenson 218 devrait avoir une zone habitable vraiment gigantesque. Son milieu devrait être à une distance d'environ 663 unités astronomiques au centre de l'étoile, soit environ 20 fois plus que l'orbite de Pluton. Et la superficie de la zone habitable devrait dépasser celle du solaire de plus d'1 milliard de fois. Les scientifiques n'excluent pas la possibilité de l'existence de systèmes planétaires près des hypergéantes. Cependant, la faible durée du cycle de vie des étoiles de ce type et leur comportement instable rendent cela peu probable. En tout cas, aucune exoplanète confirmée n'a été trouvée près de la supergéante. Stephenson 218 est si loin que sa lumière met 20 000 ans pour atteindre la Terre. Peut-être qu'à ce moment précis, son noyau s'effondre en une étoile à neutrons super dense, et les couches extérieures brûlantes se dispersent dans l'espace glacé qui entoure l'étoile géante. Cependant, nous ne l'apprendrons que dans un futur lointain. Tout d'abord, nous devons décider de ce que nous recherchons. Qu'appelle-t-on le centre de l'univers ? Le point central du système solaire est le centre de masse commun de tous ces objets qui le constituent, qui coïncide pratiquement avec le centre du Soleil. Un point similaire existe pour la Voie lactée et pour le superamas de la Vierge qui comprend notre galaxie. Est-il possible d'étendre l'analogie et de trouver le centre de rotation pour l'univers tout entier ? Si nous regardons la structure à grande échelle de l'univers, nous verrons l'image suivante. Les étoiles forment des galaxies de 3 types principaux.
spirale, elliptique et irrégulière. Si pour les deux premiers types, il est assez facile de déterminer le point central, il est beaucoup plus difficile de le faire pour les galaxies de forme régulière. Les galaxies sont regroupées en amas et superamas, qui, à leur tour, forment des filaments galactiques. Ces filaments imprègnent l'univers, limitant les zones de vide presque complets, qui sont appelés de la même façon, les vides. Ces immenses vides, capables d'accueillir des milliers de galaxies, gardent leurs secrets. En combinaison avec des filaments, les vides forment la structure à grande échelle de l'univers. Cependant, à l'échelle de centaines de mégaparsecs, l'univers est pratiquement homogène. Sa structure ressemble à une éponge. Bien sûr, il existe des flux de matière à grande échelle et des points d'attraction, tels que le courant noir et le grand attracteur. Mais leur influence n'est pas suffisante pour revendiquer le titre de centre de l'univers. Jusqu'à présent, aucun objet n'a été trouvé dans l'univers observable qui puisse devenir un centre de gravité commun. On peut supposer que s'il existait, son influence serait omniprésente et il serait difficile de ne pas le remarquer. L'homogénéité de l'univers découle également du principe cosmologique fondamental, qui stipule que l'univers est homogène et isotrope. Cela signifie qu'en tout point de l'espace et dans n'importe quelle direction, l'observateur retrouve approximativement la même image dans l'univers. Le principe cosmologique a été formulé sur la base d'un grand nombre d'observations des secteurs éloignés de l'univers et est appliqué à l'échelle de centaines de millions d'années-lumière. Si un observateur terrestre regarde très attentivement l'univers, il verra une boule d'un rayon de 46 milliards d'années-lumière avec un centre dans le système solaire. Il s'agit de la distance propre de l'objet observable le plus éloigné, bien que la lumière de celui-ci ait voyagé vers la Terre pendant environ 13,8 milliards d'années. Cette boule s'appelle l'univers observable ou métagalaxie. Cependant, se considérer comme le centre de l'univers sur la base de cet élément revient à se considérer comme le centre de la Terre, puisque nous sommes au centre d'un horizon circulaire. La métagalaxie peut être à la fois tout l'univers et seulement une petite partie de celui-ci. Il est encore impossible de connaître la vérité avec certitude. Ainsi, l'univers moderne n'a pas de centre de rotation connu. Peut-être vaut-il la peine d'aborder le problème sous un autre angle. Selon les concepts scientifiques modernes, l'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années, à la suite d'un événement communément appelé le Big Bang. Jusqu'à ce moment, ni le temps ni l'espace n'existaient, du moins pas sous une forme compréhensible. Il semble logique de supposer que s'il y a eu un bang, alors il y a eu aussi un centre à cette explosion. Autrement dit, le point où tout a commencé. Essayons de regarder dans le passé. Les conséquences des premières étapes du développement de l'univers sont encore observées. Les principales sont l'expansion cosmologique de l'espace et le fond diffus cosmologique. Est-il possible en observant ces phénomènes de comprendre où se trouve le point central et s'il existe ? L'expansion cosmologique de l'univers est une expansion isotrope et homogène de l'espace extra-atmosphérique à chacun de ces points. Il pourrait sembler qu'en mesurant la vitesse et la direction de cette expansion, on puisse mentalement remonter le temps et déterminer son centre. Mais tout n'est pas si simple. Si nous faisions un calcul simple, il s'avérerait que le centre de l'explosion de l'univers serait situé à proximité du système solaire. Si nous augmentions la précision des observations, nous constaterions que le Big Bang s'est produit en plein dans l'œil de l'observateur. Cependant, si nous nous déplacions à une autre distance, par exemple plusieurs années-lumière, nous constaterions que le centre de l'expansion des corps cosmiques se trouve également à ce point de l'espace, et cet étrange état de fait persistera partout dans l'univers. Imaginez un ballon rempli d'air, sur lequel quelques points ont été dessinés avec un marqueur. Ils sont immobiles les uns par rapport aux autres, mais si le ballon continue à être rempli d'air, la distance entre les points augmentera. De plus, aucun point de la surface de ce ballon ne peut être considéré comme le centre de cette expansion. Tous les points s'éloignent les uns des autres, uniformément, et la vitesse de ce processus dépend de la distance entre les points. La notion d'horizon des événements est définie sur la base du concept d'expansion de l'univers. Étant donné que la vitesse d'éloignement des objets dépend de leur distance, à une certaine distance, l'objet observé commencera à s'éloigner de nous plus rapidement que la lumière. Selon les postulats de la relativité restreinte, cela signifie que toute interaction avec cet objet sera impossible. Nous pouvons supposer que les objets au-delà de l'horizon des événements disparaissent pour l'observateur. Quoi qu'il advienne d'eux, nous ne le saurons jamais.
De ce point de vue, l'univers serait une sphère avec pour centre le point d'observation et une frontière sous la forme d'un horizon des événements. Son rayon a des valeurs différentes selon les différents modèles de l'univers, mais il dépasse définitivement 14 milliards d'années-lumière. Cependant, tout autre point de l'univers aura son propre horizon des événements. Il n'est donc pas tout à fait correct de considérer l'observateur comme le centre de l'univers, puisqu'il y aura un nombre infini de tels centres. Ainsi, le centre de l'univers ne peut pas être trouvé avec l'aide de l'expansion cosmologique. Qu'en est-il du fond diffus cosmologique ? Le fond diffus cosmologique est un rayonnement de fond à haute fréquence qui imprègne l'univers dans toutes les directions. Sa température est d'environ 2,7 Kelvin et diminue très lentement en raison de l'expansion de l'univers. Ce rayonnement est une source importante de connaissances, car il est apparu dans les premiers stades de l'évolution de l'univers à la suite de la recombinaison en masse de protons. Pendant longtemps, le fond diffus cosmologique a été considéré comme homogène et isotrope. Cela signifie qu'en tout point de l'univers, un détecteur tourné dans n'importe quelle direction devrait montrer la même densité de rayonnement. Cependant, au cours des dernières années, de nombreuses zones de l'espace dans lesquelles cette règle est enfreinte ont été découvertes. Ce sont par exemple des vides. Dans ces creux sombres, la température du fond diffus cosmologique est inférieure d'une minuscule fraction de Kelvin à la température du fond. Il existe également d'autres régions de l'univers qui dérogent à l'isotropie du fond diffus cosmologique. Par exemple, les photons peuvent être absorbés par un nuage de gaz chaud ou tomber dans un puissant champ gravitationnel. De plus, comme le Soleil avec ses planètes se déplace autour du centre de la Voie lactée, ce mouvement entraîne un déplacement du spectre de fond diffus cosmologique en fonction de la direction de mesure. En termes simples, la Terre s'éloigne du fond diffus cosmologique en allant vers l'arrière et va vers le flux en se dirigeant vers l'avant. Pour cette raison, l'effet Doppler se produit, ce qui replace le spectre du rayonnement détecté vers le côté rouge ou bleu, respectivement. Il faut noter que tous les cas observés d'anisotropie de fond diffus cosmologique sont secondaires. Ce sont des conséquences de l'interaction du rayonnement avec des corps lourds ou inversement, de l'influence des vides. La science moderne suggère qu'il puisse y avoir eu des déviations primaires qui sont apparues dans les premières étapes de l'expansion de l'univers. Si elles pouvaient être détectées, cela deviendrait une source d'information très importante sur les événements qui ont eu lieu dans les premières secondes après la naissance de l'espace et du temps. Malheureusement, l'anisotropie primaire du fond diffus cosmologique n'a pas encore été détectée expérimentalement. En fin de compte, aucun point de l'espace extra-atmosphérique ne peut être considéré comme son centre. L'univers s'étend simultanément dans tout l'espace et il est impossible de distinguer une zone particulière. Et à l'échelle mondiale, il n'y a pas de centre de masse unique autour duquel tout l'espace tournerait. Bien que cet endroit mystérieux soit peut-être trop loin de nous, la taille exacte de l'univers est inconnue, car même les meilleurs instruments de mesure de l'humanité ne sont pas capables d'atteindre l'horizon des événements. La partie de l'espace accessible à nos yeux pourrait bien n'être qu'une infime goutte par rapport au reste de l'univers. Et il est peu probable que l'humanité soit capable de tout connaître. L'univers contient des milliards d'autres objets. Chacun d'entre eux est incroyable et unique. On peut en parler pendant une éternité et nous continuerons absolument notre voyage dans les prochaines vidéos. Les télescopes et les observatoires nous apportent chaque jour de nouvelles connaissances sur l'espace, ajoutant constamment de nouveaux détails au plus grand puzzle appelé l'univers. Pourrons-nous le voir un jour en entier ? Seul le temps le dira.